C'est peut-être ici, dans le 18e arrondissement de Paris, boulevard de Rochechouart, en un minuscule appartement-atelier, qu'une jeune femme de 29 ans est en train de révolutionner la broderie. Elle s'appelle Aurélie Lanoiselet et travaille seule. C'est ainsi qu'elle construit un dialogue entre la matière et son imagination. Dialogue qui fait d'elle, plus qu'une brodeuse, une créatrice d'art textile. Disons que j'ai préféré me donner ce statut, puisque la broderie, c'est une de mes spécialités techniques, mais qui ne se résume pas à la broderie. C'est-à-dire que les techniques, on peut les bouleverser un petit peu, les mélanger, et se servir justement de ce savoir-faire traditionnel pour en faire de la création. C'est une passion qui est entre guillemets toute récente, puisque mon parcours, en fait, j'ai fait un baccalauréat série F12, c'est-à-dire bac art appliqué. Je me suis orientée sur le stylisme et le vêtement m'intéressait parce que je suis fille et femme. Et je me suis vite rendu compte en fait que dans le vêtement, ce qui m'intéressait surtout, c'était la matière. D'où l'envie de me spécialiser après le BTS de stylisme. J'ai fait un diplôme des métiers d'art textile, spécialité broderie. Et je me disais, c'est l'année prochaine, je vais devoir sortir de l'école. Je ne sais absolument pas de quoi mon avenir sera fait. Donc cette année, je m'amuse, je fais les choses que j'ai envie de faire. Donc j'ai travaillé sur des grands formats, avec des techniques un petit peu inédites qui n'ont pas forcément été toujours très bien accueillies dans le domaine scolaire. Mais c'est ce qui a fait la force, je pense, de mon dossier et qui m'a permis d'avoir un regard qui est venu de l'extérieur pour donner vie à ma passion et la transformer en métier. La broderie, c'est l'un des plus vieux métiers du monde, mais ici, dans cet atelier, pas de technique traditionnelle. Ici, avec la broderie, on n'est pas loin de la bagarre. Entre moi et la broderie, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que au début, j'ai cru que j'allais baisser les bras très rapidement en me disant, là, passer 4 heures pour 5 cm², ça va pas être possible. Et je pense qu'il y a le caractère qui a pris le dessus, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas toi qui vas plier, c'est la matière et le fil. Donc j'ai recommencé à travailler en grand, mais avec des techniques qui étaient pourtant très minutieuses et très lentes. Aurélie, dans cette broderie, j'aimerais que vous m'expliquiez à quel moment vous avez dompté les matériaux. Là où j'ai tenté d'être dompteur de matériaux, c'était sur cette pièce-ci. En fait, c'est ce qui m'a servi de recherche pour, avant de mettre en place la pièce qui s'intitule Le Léviathan. Et là, il y avait une volonté de travailler des matériaux naturels, donc soie, coton, et avec cette volonté de leur donner un petit peu plus d'existence. C'est-à-dire que là, c'est de la gaze de coton qui a été bouillie, recolorée, et c'est cette matière qui nous donne un côté un peu pansement. Et cet ensemble, justement, est un peu un microcosme en fait, où on a la sensation qu'on pourrait se balader à l'intérieur, parce que chaque endroit de la pièce raconte une histoire autonome. La guipure va permettre de cacher, de soulever, ou à la fois de montrer les choses. Là, tout à coup, la dentelle, elle arrive comme un feuilleté. Donc c'est à la fois jouer sur la symbolique et aller dans l'opposition. Il y a toujours le pour et le contre. C'est ce qui vous amène à travailler, j'imagine, avec des matériaux qui n'ont rien à voir avec la broderie traditionnelle. Exactement. Si vous aviez envie, par exemple, de mettre des petits éclats de bois, vous les mettriez. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, oui, Voilà. oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme matériau pas traditionnel là-dedans? Le pansement, certes. Voilà, donc cette fameuse gaze de coton. Voilà. Après, les petits éléments qui sont ici, qui sont donc des éléments métalliques, qui sont normalement pour ces fameux reliquaires d'amour. Donc ça fait partie d'un travail aussi en amont de recherche de matériaux. Et la broderie, je pense que tout le monde l'envisage d'une façon différente. Il y a cette volonté d'aller vers l'esthétisme. Donc la facilité, c'est toujours les fleurs. Et encore des fleurs, toujours des fleurs. Mais parce que c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Et c'est aussi pour ça que ces pièces-là sont vraiment comme des croquis, des brouillons. La solitude, en tout cas au niveau de l'espace de travail, me permet d'être plus efficace quant à la réalisation et de laisser ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que traditionnellement, une broderie, on l'envisage d'abord par le dessin, après le choix des matériaux. Il y a une personne qui va faire le dessin, une personne qui va reporter le dessin sur le tissu et une personne qui va donc être l'exécutante technique de la broderie. Moi, je ne passe pas du tout par le dessin parce que j'estime que ça renferme mes idées. C'est pas du tout un manque d'envie, bien au contraire. Mais l'idée permet d'être tout le temps dans l'évolution. Par exemple, ici, j'avais commencé par tendre un tube de soie pour travailler dessus. Et au final, ce que j'avais envie de travailler, c'était ces gros sequins, ces grosses pastilles de plastique qui ont l'avantage d'être brillantes tout en étant totalement légères.
L'idée évoluant, le côté plastique ne me plaisait pas tellement. La brillance, oui, mais elle pouvait être envisagée différemment. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler en fait en incrustant les sequins sous la mousseline. Donc j'ai abandonné l'idée du support puisque à la première manipulation, j'ai eu envie de conserver ce côté volume où on ne sait pas tellement de quel côté le prendre. Et c'est ce qui permet de laisser une idée évoluer avec la rencontre des matériaux. Voilà. Travailler seul, révolutionner une technique, c'est passionnant mais risqué. Il faut être compris et accepter ce qu'a fait de suite le créateur Pascal Millet. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors voilà notre show. On va l'accrocher à la porte là sinon. Aurélie, pour moi, a une approche de la broderie très artistique, très différente. Et c'est ça ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'il y a vraiment un côté art appliqué que j'aime. Et elle donne du volume aux dentelles qui sont souvent trop plates. Elle brode avec ses machines d'une façon peu catholique, dirons-nous. Et c'est ça ce que je trouve très intéressant et qui plaît beaucoup aux clientes qui veulent de l'Aurélie. Moi, ça fait depuis qu'elle est sortie de l'école que je travaille avec elle. Et j'ai toujours rendu les modèles qu'elle a fait, parce que c'est très différent. Celle-là, ça serait peut-être plus foncé en haut. Je préférerais foncer vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Quand je l'ai rencontrée, elle sortait de l'école, elle avait fait une chose sur le vêtement ouvrier et les raccommodages. Et donc moi j'avais fait en haute couture une queue de pie sur une robe du soir, mais que Aurélie m'avait raccommodée avec des petites perles. Et c'est une veste qui a été vendue directement et qui a fait des belles soirées de New York à l'époque. C'est un dialogue. En fait, moi, je propose des créations qui sont strictement entre moi et moi. Et je vais leur soumettre, en fait, mes idées. Et eux, ils vont me dire, bon, bah voilà, ça, j'adore, on va le faire comme ça. Donc ça peut arriver. Ou alors, j'aimerais bien que tu ailles dans cette tonalité-là au niveau des coloris. Donc là, je peux retravailler l'échantillon. Et c'est là où la magie s'opère. Puisque moi, ma volonté, c'est de réussir à exaucer leurs souhaits, de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles matières. Et eux, ils attendent de moi aussi que je leur amène justement des nouveautés. En plus, elle n'a pas de limite, quoi. Elle fait des choses avec des plumes, avec des dentelles, avec des perles, avec du froissage, avec du bourrage. C'est ça qui est toujours extraordinaire. Elle va plus loin et j'adore ça. Elle brûle, elle fout, et c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est qu'il peut être difficile de transmettre une technique inventée pour soi seul, mais l'on peut transmettre autre chose de tout aussi important. On m'a appris des techniques et la joie qui m'anime à travers ces créations, évidemment, j'ai envie de la transmettre et de la partager. Donc ça va à la fois de prendre des gens en stage ici. Il y a ce bonheur d'échange, justement, de rencontrer des gens qui sont parfois dans le système scolaire sans réelle conviction et de leur dire, voilà, c'est pas un exercice, là, on a la chance de faire des métiers créatifs. Il faut se nourrir de ça et se nourrir aussi de tout ce qui fait la vie quotidienne pour redigérer ça dans une création. En tout cas, les gens que moi je reçois à l'atelier, j'ose espérer qu'ils repartiront différents. Et c'est aussi ce que je mène dans les ateliers au Musée des Arts Décoratifs, cette volonté de transmettre, et là c'est vraiment du sous-public. Et l'idée c'est de dire à des adultes qui n'ont jamais tenu une aiguille, voilà, aujourd'hui, là on a 4 jours ensemble, dans 4 jours vous repartez avec un modèle que vous avez réalisé avec une recherche textile sur la matière. Il y a des vrais bouleversements, on voit des jeunes femmes qui arrivent, qui sont un peu fatiguées de la vie et qui repartent ravies, enchantées, qui m'envoient des petits messages, et là je trouve ça vraiment super chouette. On pourrait croire les matériaux de ces broderies insolentes venues de chez les meilleurs fournisseurs, il n'en est rien. C'est en se promenant dans les marchés de Montmartre que les meilleures idées arrivent. Avec Christophe Jost, là par exemple, c'était la dernière collection, c'était un bonheur de créativité. Ce qui est bien, par exemple, pour la collection de Christophe, c'est que ça m'a permis, grâce au marché Saint-Pierre, de trouver la chips d'organza. C'est un procédé en fait, que j'ai mis au point qui est autour d'une technique d'amidonnage, mais un petit peu plus particulière. C'est-à-dire que c'est un savant mélange en fait c'est pas de l'encollage parce que c'est vraiment à base d'amidon, mais après travailler au sèche-cheveux et au doigt. Donc c'est une façon de construire et qui nous donne en tout cas le résultat de la chips, puisqu'il y a ce côté un peu craquelé de la mousseline qui tient comme par magie toute seule.
Donc Aurélie, c'est ici que vous venez chercher les pelotes de laine que nous retrouverons sur les modèles haute couture. Notamment le modèle, une petite robe avec des moulins en origami. Tous les plis de la robe en fait en dentelle ont été renforcés au niveau de la brillance avec une petite pelote qui porte le nom de Magique en plus. C'est un fil en fait qui permet justement de rajouter un petit peu de matière puisque la dentelle étant assez subtile au niveau des coloris et de la transparence. Après l'avoir teintée légèrement dans des tons grès ivoire, les pinces en fait qui créent des nervures sur la robe ont été partiellement remplies en fait avec ce fil et par-dessus viennent se plaquer des petits moulins qui ont été réalisés donc en origami, mais cette fois-ci avec de la dentelle. Son parcours paraît être simple et passionnant à la fois. Passionnant, il l'est, mais simple surtout pas. Là, je me sens vraiment très seule au niveau de l'institutionnel pour trouver un local pour accueillir mon activité, à tel point que je vais certainement devoir quitter Paris. Mais vous n'abandonnerez pas? Non, tenace, je n'abandonnerai jamais ma passion, mon métier, mais par contre, je trouverai seule les démarches nécessaires pour continuer à travailler dans de bonnes conditions, puisqu'aujourd'hui, au niveau de l'institutionnel, c'est vraiment très dommageable. Il y a personne qui n'est là à l'écoute, il y a beaucoup de cocktails, mais très peu d'actes. Si, il y a eu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main qui l'a conforté dans sa démarche, avec même l'envie d'aller plus loin. L'avenir, je l'espère toujours aussi créatif. Maintenant, j'essaye d'ouvrir aussi au niveau artistique pur, parce qu'il y a aussi une volonté de montrer une démarche, de dire qu'une technique, c'est pas forcément le résultat en soi, mais c'est au service d'un propos. Et ce qu'on oublie parfois, ou qui est parfois anecdotique dans la mode, je vais essayer de faire de cette technique de la broderie, de l'ennoblissement textile, un savoir-faire créatif, dans un propos qui soit plus de l'ordre du beaux-arts que de l'art appliqué. Parallèlement à mes activités pour la haute couture, j'ai aussi une activité au niveau de l'art contemporain, où j'expose dans des galeries, et notamment la dernière exposition qui a eu lieu en octobre était une collaboration avec un photographe, où je brodais sur les photos. Avoir la chance de faire d'une passion un métier, c'est rien que ça, c'est un cadeau du quotidien. Tout à coup, la broderie n'est plus seulement un outil féminin, mais un outil pour montrer au plus grand nombre que voilà, l'ennoblissement, c'est au quotidien, c'est un tableau, c'est une robe, c'est hors frontières. Du beau et de l'intelligent, le beau à porter, le beau à voir, le beau à vivre. Et du beau à défendre, sans tambour ni trompette, avec juste une certaine passion pour la broderie.